Convidamos agora o secretário-geral da FIUC, Monsenhor Gui Realti Vierge, para apresentar a palestrante que fará a conferência inaugural. Mesdames, Messieurs, bien chers amis, c'est pour moi une joie, bien sûr, mais un honneur également que de présenter le professeur Britt Marie Barth, qui a si aimablement accepté de prononcer la conférence inaugurale de notre Assemblée générale. Il y aurait beaucoup à dire sur le professeur Britt Marie Barth. Une des qualités que je lui reconnais, en plus d'être une professionnelle exceptionnelle, je dois vous avouer presque en confidence que c'est aussi une amie personnelle. Britt Marie Barth est professeure émérite à la faculté d'éducation de l'Institut supérieur de pédagogie de l'Institut catholique de Paris, où elle enseigne depuis 1976. Elle a également été professeure invitée à l'Université de Harvard en 1993-94, à l'Université catholique de Louvain en 1999-2000, et elle est actuellement toujours professeure invitée à l'Université catholique de l'Ouest en France, qui est située dans la ville de Angers. Elle est l'auteure de nombreux ouvrages et nous avons choisi d'en nommer deux. L'apprentissage de l'abstraction et le savoir en construction, qui ont été publiés aux éditions Retz, sont considérés comme des textes de référence dans le domaine de la pédagogie et ils sont régulièrement réédités. Un troisième livre, Élève chercheur, enseignant médiateur, donner du sens au savoir, qui sera publié à Paris bientôt chez Retz, également à Montréal à la Chenillière. Ce bouquin sortira à l'automne 2012. Les écrits de Britt Marie Barth sont traduits en 8 langues. Alors, il me reste donc maintenant à donner la parole à Britt Marie. Très distingués invités, chers collègues, chers amis, j'espère que vous n'êtes pas trop fatigués. Nous sommes réunis ici pour réfléchir ensemble sur enseigner et apprendre aux universités catholiques dans le monde par le temps actuel. Et c'est un grand honneur et aussi un grand privilège pour moi d'être associé à cette réflexion. C'est également un onus, c'est-à-dire une grande responsabilité, une exigence. Et je voulais vous remercier de la confiance que vous me faites. Muito obrigada pela confiança. Une question est posée. Quels sont les temps nouveaux, les étudiants nouveaux, les professeurs nouveaux? Qui peut répondre à ces questions? Rien n'est vraiment prévisible. Tout bouge. L'évolution très rapide rend l'analyse du présent difficile.
Loin d'être exhaustive, je souhaite proposer quelques pistes de réflexion sur ces 3 thèmes en mettant l'accent sur le 3e. Je pense que c'est là que vous m'attendez. La prise de conscience de défis nouveaux qui se posent à l'humanité tout entière marque notre temps. Comment sauvegarder les ressources de notre planète? Comment faire face au réchauffement climatique, à l'explosion démographique, à la globalisation économique et aux pays émergents qui mettent en cause l'ancienne domination des grandes puissances traditionnelles et leur vision du monde? Face à de tels défis, quelles devraient être les priorités de l'éducation? Où chercher les réponses? En ces temps turbulents, on ne peut pas uniquement se tourner vers la tradition, vers le passé, pour trouver des sources de rénovation. Quelles réflexions prospectives pouvons-nous envisager? Comment ces temps nouveaux sont-ils en train de changer nos comportements? OK. Est-ce que ça va mieux comme ça? Bon, très bien. Les temps nouveaux sont façonnés par la technologie, dominés par la rapidité de son évolution et la nécessité de s'adapter à de nouveaux outils de travail et de communication. Nous vivons une mutation technologique et sociétale, une révolution portée par le numérique, une culture multimédia. Internet, Google, Facebook, Twitter, un monde de l'hyperinformation, mais aussi de la malinformation et de l'information manipulée. Toute information est accessible par quelques clics, un jeu d'enfant. Le papier est souvent remplacé par l'écran de l'ordinateur, le mobile, la tablette. Le e-learning commence à entrer dans nos mœurs. On pourrait croire que l'école n'est plus nécessaire pour l'accès au savoir. Cette technologie rapide bouleverse les relations humaines et induit un changement de comportement. Le monde n'a jamais été aussi interconnecté et en même temps aussi dissocié, voire déchiré. Bowling Alone, livre publié par le politologue américain Robert Putnam, analyse comment le lien social a diminué. Il appelle ça le social capital. Selon lui, les États-Unis subissent un effondrement de leur vie civique, sociale et associative, avec des conséquences dramatiques en termes de solidarité, d'entraide et de tissu social. Nous nous souvenons du jeune lycéen afro-américain qui, en mars dernier, en rentrant chez lui dans un quartier résidentiel, après avoir acheté des bonbons, a été tué par une balle d'un gardien autoproclamé blanc qui s'est senti en danger et qui aurait tiré en légitime défense. En Europe aussi, le sens de nous s'est dispersé. Le sentiment d'appartenance à un projet commun se met difficilement en place ou est violemment rejeté. Les sommets internationaux qui se sont tenus ces dernières années ont échoué, même quand il a fallu faire face à des menaces communes sur des sujets aussi préoccupants que le changement climatique ou la crise financière. Il faudrait réinventer les conditions de vivre ensemble, négocier un sens commun, s'écouter. Il devient urgent de se sentir porté par un projet humaniste et planétaire commun. Le philosophe français Michel Serres parle d'une mutation anthropologique. Nous n'habitons plus le même espace et cela rend nos institutions caduques. Elles ont été créées à une époque où le monde n'était pas ce qu'il est devenu. La question de la diversité et de la cohésion est posée. Le penseur américain Jeremy Rifkin déplore pour sa part la déconnexion entre notre vision pour la planète et notre aptitude à la concrétiser
localement. Il explique par le fait que nos cerveaux, nos structures mentales nous prédisposent à une façon de ressentir, de penser et d'agir dans un monde qui n'est plus adapté au nouvel environnement que nous nous sommes créés et qui risque de nous détourner des valeurs spirituelles et morales. Allant dans le même sens, Edgar Morin, le penseur français, attire notre attention sur la crise de la connaissance et réclame une réforme de la pensée. Notre système de pensée, dit-il, tel qu'il nous est inculqué et qu'il est inscrit dans les esprits, conduit à d'importantes méconnaissances. Il a sous-développé l'aptitude à contextualiser l'information et à l'intégrer dans un ensemble qui lui donne sens. Le morcellement et la compartimentation de la connaissance en disciplines non communicantes nous rendent inaptes à percevoir et à concevoir les problèmes fondamentaux et globaux. Autre changement de comportement que les nouvelles technologies ont induit, la perception de notre vécu, le rythme, notre temps social. Le sens ou la perception du temps a changé, elle s'est accélérée. Les informations sont multiples et arrivent sans cesse dans un renouvellement constant. Les transactions financières sont instantanées. Les décisions doivent se prendre très vite, peut-être trop vite. Mais avons-nous le temps de réfléchir? Nous sommes surexposés à des types de comportements divers, des modes de vie. On sait ce qui se passe en temps réel, en Norvège, à Burma, en Syrie, dans le monde entier. Nous sommes dans un temps de relativisme croissant. Quelle est la place de l'individu dans cette société en mutation? Notre temps est marqué par une angoisse latente, l'angoisse devant la possible incapacité de la planète à produire ce qui est nécessaire pour une population grandissante. L'angoisse face à la mondialisation économique, l'angoisse de ne pas trouver une place dans la vie, de ne pas trouver du travail. Un vendeur de légumes en Tunisie, avec un diplôme universitaire, s'est immolé et le printemps arabe s'est déclenché. En ces temps nouveaux qui bouleversent nos habitudes de pensée, nos croyances, nos relations, nos traditions, comment préparer nos étudiants pour l'avenir? Les nouveaux étudiants, qui sont-ils? L'enquête qui va être présentée demain nous précisera mieux leur profil. Je dresserai un portrait rapide tel que je le ressens. D'abord, ils sont nombreux. Nous ne sommes plus dans la pure reproduction des élites, mais face au défi d'une démocratisation de l'enseignement supérieur. Cette massification de l'enseignement met en cause l'élitisme du recrutement précédent, avec cependant de nouveaux problèmes de décalage culturel. Les nouveaux étudiants sont le résultat de la nouvelle cyberculture. Ils ne viennent plus à l'école ou à l'université avec les mêmes attentes, et l'université ne peut pas l'ignorer. Il y a un nouveau rapport à l'autorité, au savoir et à l'apprentissage. Étudiants et professeurs ont accès aux mêmes informations. Les étudiants ont pris l'habitude d'être plutôt autonomes. L'idée de déterminer soi-même son parcours d'apprentissage se développe et a reçu un nouveau nom. Non pas pédagogie, mais eutagogie, du grec soi-même. Une approche qui met l'accent sur le développement des capacités à apprendre, afin de se préparer pour la complexité du monde du travail aujourd'hui. Issus de la génération Y, Digital Natives,
Ils sont très compétents pour utiliser les nouvelles technologies, plus compétents que leurs professeurs. Ils sont rapides, ils font du parallel processing, ils sapent d'une information à l'autre, mais leur capacité à se concentrer et à approfondir un sujet pourrait en souffrir. Ils sont habitués d'être en communication constante avec le monde grâce aux réseaux sociaux. Ils communiquent au-delà des frontières. Ils ont accès au monde virtuel. Ils sont des globetrotters, ouverts au monde et sensibles aux problèmes sociaux et écologiques de la planète. Ils sont toutefois plus de mal que leurs aînés à s'exprimer par écrit selon un modèle classique qui hiérarchise les idées, les justifie, les argumente. Ils sont plus attirés vers l'avenir que par le passé. Ils ont tendance à simplifier le langage plutôt qu'à le cultiver. À ce sujet, Jérôme Brunner, l'un des pionniers de l'orientation culturelle de la psychologie cognitive, nous rappelle: le langage est l'un des outils culturels, sans doute le plus important, qui va guider la compréhension du monde en même temps qu'il le constitue. Dans cette perspective, la culture, en tant que boîte à outils, joue un rôle formateur essentiel. C'est elle qui fournit les outils pour s'adapter au monde. Mais c'est surtout à l'école et à l'université qu'on apprend à s'en servir. Nelson Goodman, philosophe américain du siècle dernier, que j'ai également eu le privilège de connaître, défend aussi l'importance du langage. Le langage impose des structures, conceptualise et assigne des propriétés. Alors que concevoir sans percevoir est simplement vide, percevoir sans concevoir est aveugle. Autrement dit, on ne perçoit que ce qu'on conçoit. Les nouveaux étudiants ont une offre et un choix impressionnants d'orientation, de cours, de formation. Ils sont sollicités par de multiples modèles de pensée. Ils vivent dans une culture individualiste et ne se demandent plus que m'est-il permis de faire, mais plutôt que suis-je capable de faire. Pour choisir, il manque souvent de repères. Le progrès a montré ses limites. Nous avons vu son côté négatif, son côté noir. Il y aura des choix éthiques à faire. Ils devront se demander quel avenir sommes-nous capables d'inventer. Une nouvelle aventure de l'histoire humaine commence. Les défis de l'avenir, apprendre à percevoir, à concevoir les problèmes fondamentaux et globaux, être ouvert au savoir de toutes les disciplines pour les résoudre, savoir coopérer et inventer ensemble, maîtriser les technologies nouvelles et surtout apprendre à mobiliser les connaissances susceptibles d'être utiles face à des problèmes nouveaux au moment où ils se posent. Il faut donc savoir relier les connaissances dans le sens d'Edgar Morin, percevoir les liens nouveaux. Cela demande une pensée curieuse, audacieuse, créative et innovante. Le plus important pour les étudiants à intégrer, ce sont les processus eux-mêmes qui mènent vers la compréhension, vers l'élaboration du sens, vers le discernement. Discerner est le mot qui, pour moi, est le plus important dans l'acte d'apprendre. Pourquoi discerner? Cernere, en latin, veut dire trier et dis en séparant. Cela veut donc dire trier en séparant. Selon le dictionnaire, distinguer des éléments en fonction d'un jugement, distinguer avec justesse. Pour apprendre, les étudiants doivent donc apprendre à distinguer avec justesse, avec jugement.
Et le problème pédagogique commence là. Pour les nouveaux professeurs, les questions se posent. Comment apprendre à nos étudiants à discerner et à distinguer avec justesse? Qu'est-ce que cela suppose de notre part? À quels enjeux sommes-nous confrontés? Telles sont les questions de recherche que je me posais lors de mes premières recherches, déjà axées sur l'amélioration des apprentissages de l'école primaire jusqu'à l'université. La phase initiale de mon travail fut exploratoire. Je passais beaucoup de temps dans les classes pour mieux saisir les raisons pour lesquelles les enfants ne comprenaient pas. Ce qui me frappait le plus, c'était que les enfants ne semblaient pas savoir ce qu'il fallait faire pour apprendre. Ils n'avaient pas d'outils d'analyse communs. Et on ne parlait pas de cela à l'école. Ils restaient donc passifs, ils s'écoutaient, ils mémorisaient et ils oubliaient. Piaget n'avait-il pas raison quand il disait que ce ne sont pas les matières que les élèves ne comprennent pas, ce sont les leçons, ce qui fait réfléchir quand on est professeur. Ensuite vint l'expérimentation. Je voulais étudier ce qui se passe quand on invite les enfants à participer à une activité intellectuelle exigeante pour apprendre, en les accompagnant dans ce cheminement de la pensée pour s'assurer qu'ils y arrivent. En parallèle, j'appliquais les mêmes principes avec mes étudiants à l'université. Je me suis inspirée de recherches de Jérôme Brunner sur l'acquisition du langage faites au début des années 70. Il montrait le rôle important de l'adulte pour donner un cadre d'interprétation et un soutien jusqu'à ce que l'apprenant maîtrise l'objet de la connaissance. Et c'est la rencontre avec son œuvre et avec sa personne qui a été une révélation pour moi et qui a marqué mon parcours. Depuis, j'ai beaucoup travaillé avec les enseignants et dans les classes, en France et ailleurs, notamment pour les former à des approches pédagogiques qui mettent la formation humaine et intellectuelle au centre des intérêts. Et je vous propose d'illustrer mes propos, si vous voulez bien, par un exemple pris dans le cadre plus simple des jeunes enfants, ce qui nous permettra d'initier une réflexion pédagogique transférable également à l'université. Je vous situe d'abord dans le contexte. Nous nous trouvons dans un cours de français au Québec. Les élèves sont âgés de 9 à 10 ans. Leur enseignant cherche à leur apprendre à mieux lire un texte littéraire pour qu'ils comprennent réellement et qu'ils puissent en tirer un profit personnel. C'est un travail à poursuivre à vie, nous le savons tous. Le travail en classe a été fait à partir d'un album que les élèves connaissent déjà bien. Ami, ami. C'est l'histoire d'un lapin et d'un loup qui rêvent d'avoir un ami. Le lapin imagine un ami végétarien comme lui et qui partagerait les mêmes passions. De son côté, le loup souhaite avoir un ami qu'il se promet d'aimer profondément. L'enseignant avait constaté que les élèves ne savaient pas bien justifier leur réponse à une question posée par rapport à leur interprétation du texte. Les élèves connaissaient bien le verbe « justifier », mais connaître le mot ne suffit pas. Il faut que chacun sache distinguer avec justesse en quoi consiste exactement justifier sa réponse. Il ne suffit pas de répondre oui ou non comme ils avaient l'habitude de le faire. Et voici les caractéristiques qui ont été retenues par une équipe d'enseignants qui se sont concertés pour définir avec plus de précision ce qui pouvait être une bonne justification en tenant compte du niveau actuel des acquisitions de ces élèves-là et de leurs besoins. Pour justifier sa réponse, il faut d'abord répondre à la question posée, donner une explication personnelle parce que, et prendre un exemple du texte ou une citation. Les enseignants ont ensuite constitué des exemples et des contre-exemples qui ont été tirés des séances dans différentes classes précédentes
au cours desquels la question suivante a été posée. Est-ce que le loup et le lapin vont devenir des amis? Justifie ta réponse. Ces exemples et contre-exemples vont maintenant servir de support pour les élèves dans notre classe, qu'on va voir, en vue de déterminer en quoi consiste une justification. La démarche que l'enseignant va suivre, et les élèves en ont déjà eu une petite expérience, est la suivante. Et je schématise rapidement la consigne. Voilà à peu près ce que dit l'enseignant. Qu'est-ce qu'une bonne justification? Vous allez essayer de le trouver. Les exemples oui contiennent tout ce qu'il faut pour comprendre. Il faut comparer les exemples oui pour trouver ce qui sont en commun. Et les exemples non vont nous aider à limiter le sens, à cerner le sens. On va tout noter au tableau. Pas besoin d'avoir peur de se tromper. On va vérifier au fur et à mesure. On efface si ça ne va plus, mais il faut justifier ses réponses et le mettre dans tous les exemples qu'il faut. Et après, on trouve ses propres exemples et on explique pourquoi. D'abord, on va regarder un bref extrait du début de la où l'enseignant explique cette démarche. Vous n'allez peut-être pas tout comprendre ce que disent les enfants. Il y a un petit accent québécois et parfois ils parlent un peu rapidement. Mais l'essentiel est de regarder leurs réactions et les attitudes des uns et des autres. Écoutez surtout bien ce que dit le premier élève qui parle, qui répond. Ce n'était pas du tout ce qu'attendait le maître. Je vous laisse découvrir notre petite classe. Le jeu qu'on va faire, c'est le même jeu, mais avec un autre concept. Il va y avoir il va falloir qu'on découvre c'est quoi les attributs essentiels du concept que j'ai en tête, hein, que je vais découvrir. Et évidemment, il faut vraiment se référer par rapport à les attributs essentiels des exemples oui. Okay? Et on va faire des comparaisons aussi avec des exemples non, où on ne trouvera pas du tout d'attributs essentiels ou bien il va en manquer des attributs essentiels. Mais souvenez-vous qu'à chaque exemple oui, tous les attributs essentiels sont là. C'est à nous de les découvrir. OK? Donc, on va y aller. On va commencer pareil. Vous vous souvenez sans doute, là, lorsqu'on avait... vous vous souvenez, on a fait la lecture de ce livre-là, disant que, bon, on a fait la lecture et puis, finalement, on se demandait si, effectivement, il y avait si les deux personnages principaux restaient des amis ou pas. Bon, il y en a certains d'entre vous qui avaient dit oui, d'autres qui avaient dit non. J'ai concocté un petit montage d'exemples oui, avec parfois qu'il y a de vos réponses à vous, parfois il y a des réponses de d'autres élèves de d'autres écoles, okay, qui ont fait le même exercice que vous. OK? Donc, on vous avait posé, après la lecture de ce texte, de ce livre-là, est-ce que le loup et le lapin vont devenir des amis? Justifie ta réponse. Hein? Vous vous souvenez, il y a plusieurs qui ont répondu oui ou non. Voici les réponses possibles, et c'est un exemple oui. Faites la lecture et essayez de voir quelle sorte, c'est quoi les éléments importants que ça. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, je vous rappelle que toutes les réponses sont bonnes, dans la mesure où tu observes quelque chose, tu vois quelque chose. Regardons ça, il y a ça qui est écrit. Bien sûr, on peut regarder, voir les mots, l'idée derrière ça. Évidemment, toutes les réponses sont bonnes. Alors, on y va. Tiens, Pierre-Olivier, c'est quoi? Qu'est-ce que tu remarques? Moi, je remarque que, quand ça dit comment à la fin de l'histoire, quand il dit « Moi, je t'aime comme tu es », moi, à la place, je n'ai pas mis de virgule parce que c'est pas vraiment essentiel une virgule dans cette phrase-là. Soit que c'est pas essentiel d'avoir une virgule moi, après je t'aime moi. comme tu es, ouais. C'est que ça, cette phrase-là, on va dire ça. Toi, tu trouves que c'est pas l'essentiel, la virgule. La virgule n'est pas essentielle. N'est pas essentielle. Ensuite, Léa. Je
puis un lapin. Bon, la réponse, il y a un loup, puis un lapin. OK? Mégane. Dans la dernière phrase, il y a une explication. Il y a une explication dans la dernière phrase. OK? On va écrire ça. Explication. Ensuite, Frislette. Ça dit quelque chose qu'il y avait dans le livre. Dans ce début de leçon, l'enseignant invite les élèves à une activité à laquelle ils sont tous conviés à participer. Il leur pose une question, il leur soumet un problème à résoudre. Et parmi les réponses qui vont être affichées au tableau, lesquelles sont les bonnes justifications et pourquoi? Pour répondre à ces questions, il leur propose une méthode. Il y souligne bien qu'il accepte dans un premier temps toutes les réponses que les élèves donnent. Personne n'est mis en défaut, personne ne se sent jugé. On va maintenant le retrouver un peu plus loin dans la leçon, quand les attributs essentiels de la justification ont été mis en valeur. On a effacé sur le tableau ce qui n'était plus valable et maintenant il va falloir vérifier si tout le monde a compris et sait retrouver les caractéristiques retenues, sans qu'on ait besoin de préciser s'il s'agit d'un exemple oui ou d'un exemple non. Le premier élève qu'on va écouter est en train de critiquer un contre-exemple en expliquant pourquoi il ne s'agit pas d'un exemple oui. Citation, premièrement. Il n'y a pas de citation. Il n'y a pas d'exemple tiré du texte. Pas d'exemple tiré du texte. Mais pour l'explication, parce que le lapin ne veut pas, mais on ne sait pas pourquoi on sait pas pourquoi il veut pas, puis c'est quoi qu'il veut pas. Mais là, on ne sait pas si c'est oui ou non encore. C'est oui ou non? C'est non. Oui. Pourquoi? Parce que il y a l'explication. Ouais. Il y a un parce que. Il y a un exemple tiré du texte à la fin. Un exemple tiré du texte à la fin. Il y a un lien avec la question. OK. Il y a 3 paragraphes. OK. Il n'y a pas le mot ami dedans. Mais ça parle-tu d'amitié? Oui. Alors, on vite rapidement à l'autre. C'est un exemple oui, vous avez raison. C'est oui ou non, ça? Non. Maxime? C'est un exemple oui parce qu'il y a 3 genres de paragraphes. OK. À la fin, il y a un genre d'exemple tiré du texte. Un exemple tiré du texte. Puis ça parle d'amitié. Ici, est-ce qu'il y a un genre d'opinion? Est-ce que l'enfant dit quelque chose? Un peu comme Karen disait tout à l'heure, ben l'enfant, il a dit ça dans ses propres mots. Il dit que parce que le lapin veut plus un ami comme lui, mais le loup est différent de lui. OK. Et en haut ici, moi, je pense que... Moi, je pense que non. Ça fait quoi, ça, quand on Ça fait ici? répond à la question. Ça répond à la question. OK, vous avez raison. Ça, est-ce exemple oui ou exemple non? Moi, je dis que oui. Parce que, oui. Oui, parce qu'il y a encore le parce que. Il y a encore le parce que... Ça parle d'amitié. Ça parle d'amitié. Puis une question. Il répond à la question. Une explication. Il répond à la question. Il y a un parce que. Est-ce qu'il y a 3 genres de paragraphes? Non. Il y en a combien? Il y en a 2. 2. C'est un exemple non, oui encore? Non. Pourquoi non? Donc c'est un exemple oui ou non? Je sais pas. Je ne sais plus. Est-ce que quelqu'un pourrait aider Maxime? Je reprends la dernière phrase du maître. Est-ce que quelqu'un pourrait aider Maxime? Le maître invite à la coopération pour trouver la bonne explication. On va arrêter notre exemple là. Je vous assure que toute la classe a appris à justifier sa réponse. Ce n'était que le début d'un apprentissage qui va continuer à évoluer tout au long de la scolarité dans toutes les matières et sur des bases solides, mais qui a déjà permis de donner confiance à chacun en sa capacité à apprendre.
touchant de voir comment ces élèves s'impliquent, comment ils cherchent à trouver la solution, comment ils sont attentifs malgré un apprentissage plutôt complexe. On peut observer comment ils s'écoutent, comment la réflexion avance avec et par les autres, comment la pensée chemine dans le groupe, et combien ils sont fiers quand ils savent répondre et qu'ils se rendent compte qu'ils sont bien compris. Quel est le rôle de l'enseignant ici? Quels sont les défis qu'il doit relever et que nous retrouvons quand il faut enseigner et apprendre à l'université? Je voudrais en souligner 3. Le premier défi consiste à créer la confiance et l'engagement des élèves pour qu'ils adhèrent au projet. C'est ce que Jérôme Brunner appelle établir l'intersubjectivité, c'est-à-dire rendre explicites les attentes mutuelles. Ces attentes, ce ne sont pas seulement ce qui concerne l'objet de l'apprentissage, mais également les règles du jeu et la manière dont des enjeux personnels vont être pris en compte. L'intention d'apprendre ou la motivation des étudiants dépend en grande partie de la façon dont ils vont percevoir la situation et leur rôle dans cette situation. Pour comprendre, ce n'est pas d'abord la clarté de l'exposé qui nous informe, mais la signification que nous pouvons donner à cet exposé dans une situation donnée. C'est notre histoire singulière, notre cadre de référence qui oriente le sens que nous donnons à la réalité, que celle-ci soit existentielle, mathématique, littéraire ou autre. Le passé, nos expériences, nos connaissances, nos croyances, nos attitudes, nos valeurs. Et le présent, le sens que la situation fait pour nous, la confiance qu'elle nous inspire. Et le futur, la façon dont nous inscrivons le présent dans un projet personnel. Tout cela, le présent, le passé et le futur, sont tous au rendez-vous pour influencer notre perception. Cette perception du bien-être ou de mal-être face aux apprentissages proposés à l'école ou à l'université est de nature émotionnelle. Et peut-être n'avons-nous pas assez pris la mesure de l'interdépendance entre l'implication affective et cognitive, la raison et le cœur. Ce sont là deux faces de notre intelligence. L'une ne fonctionne pas séparément de l'autre. Être rationnel, ce n'est pas de se couper de ses sentiments. C'est le neurobiologiste Antonio Damasio qui nous apprend. Pour accroître la faculté du raisonnement, dit-il, il est nécessaire d'accorder plus d'attention à la vulnérabilité du monde intérieur. L'affectif et le cognitif ne sont pas séparables et cela ne peut plus s'ignorer. L'enjeu pour l'enseignant est d'aider l'apprenant à construire une image de lui-même qui soit valorisante à ses propres yeux. Cela passe par la mise en œuvre des conditions affectives, cognitives et relationnelles nécessaires pour apprendre. L'activité cognitive naît dans les espaces relationnels qui la rendent possible. Le deuxième défi consiste à donner une formation de la pensée, une formation intellectuelle aux élèves, leur offrir des outils intellectuels, des méthodes de pensée. La façon d'apprendre devient aussi importante que ce qu'on apprend. La recherche du sens est au cœur de la démarche que nous venons d'observer. Le sens n'est pas un déjà là. Il va émerger dans cet aller-retour entre les situations contextualisées que chacun peut vivre comme une expérience personnelle, les mots abstraits communs qu'on va chercher ensemble pour s'y référer. C'est dans l'espace même de l'action et du dialogue que le sens s'élabore. On n'est plus uniquement dans un monde sur papier.
un monde abstrait, mais dans une activité et collective qui conduit à relier la connaissance à concret. On passe par l'expérience contextualisée pour l'insérer dans une unité plus large qui lui donne sens. C'est ce qu'Edgar Morin appelle connaissance pertinente. Et je pense que c'est un modeste début de ce que Rifkin prône, mieux connecter notre vision pour la planète et notre aptitude à la concrétiser localement. Cette forme de pensée doit être cultivée tout au long de la vie et cela commence à l'école. En fait, ce que les jeunes élèves sont en train d'apprendre, tout en se familiarisant avec un contenu disciplinaire, c'est comment le savoir se construit, comment le savoir fonctionne comme un outil pour comprendre, comment on peut soi-même construire du savoir et comment on peut entrer dans le savoir construit par d'autres. Ils apprennent à structurer les connaissances et en même temps à structurer leur pensée, à faire la différence entre le mot et le sens. Ils s'apprennent que le savoir, ça sont des réponses à des problèmes que les hommes ont cherché à résoudre et que c'est très important d'apprendre à se poser des bonnes questions. Parfois, le savoir prend la forme d'une œuvre, dans le sens d'Ignaz Meyerson, fondateur en France de la psychologie historique. Que cette œuvre soit littéraire, artistique, scientifique ou autre. On peut partir de l'œuvre pour comprendre les questions qui étaient à son origine. Et on peut également créer ses propres œuvres. Les élèves comprennent que le savoir n'est pas s'enfermer dans la tête d'une seule personne ou dans un livre. Il est né de l'échange, il est culturel. Quand on travaille avec les enseignants de cette façon, on sent leur enthousiasme. Ce processus les implique parce qu'il part d'eux-mêmes, de ce que chacun peut voir et comprendre, tout en ouvrant progressivement leur regard. Le sens du plaisir vient du plaisir du sens partagé. Les activités proposées conduisent chacun à participer à un dialogue où l'on profite de la différence pour faire évoluer la compréhension de l'universel. Et la modification du regard est le début d'une identité. L'enjeu pour l'enseignant, que ce soit à l'école ou à l'université, est d'offrir des bons supports pour la pensée. Avec quoi et avec qui les étudiants vont-ils interagir? On ne pense pas ensemble dans le vide. Quel support leur offrir pour qu'ils s'acquièrent de nouvelles formes de questionnement et de langage pour faire évoluer leur compréhension? Quels défis pour stimuler leur participation? Quelle structure d'interaction pour que chacun puisse trouver sa place? Le troisième défi concerne la conscience. Revenir sur sa pensée pour en prendre conscience. C'est la métacognition qui a pour but d'élargir le champ de conscience de l'apprenant et donc sa capacité à réutiliser ce qu'il sait dans des contextes différents et nouveaux. Être conscient, c'est pouvoir accéder à sa propre pensée et agir sur elle. Dans les petites classes, cela peut se réaliser au moment en fin de journée où l'on se pose la question « Qu'est-ce que nous avons appris aujourd'hui ?» La question peut également concerner la façon dont on a appris et la façon dont on peut montrer sa compréhension. Comment est-ce que je sais que je sais? Que ce soit les jeunes élèves ou les étudiants à l'université, tous les apprenants ont besoin de maîtriser les outils de pensée. Le fonctionnement cognitif n'est pas une aptitude innée. Une connaissance ne se résume pas à une somme de concepts. Elle intègre aussi son processus d'acquisition, nous rappelle Jérôme Bronner. Mais que veut dire
réfléchir. Cela signifie renvoyer dans une direction différente de soi, donc confronter son hypothèse au réel. Que signifie comprendre? Comment chercher et formuler un problème nouveau, une bonne question? Les doctorants eux-mêmes ont souvent du mal à cerner une problématique et des questions de recherche. Mais les professeurs à l'université sont également des chercheurs qui savent utiliser ces outils de pensée. Pourquoi ne pas rendre leur utilisation plus visible et permettre aux étudiants de se les approprier? Pourquoi ne pas partager les questions plutôt que de donner les réponses? Pourquoi ne pas partager la passion pour développer le goût d'apprendre? L'enjeu pour l'enseignant est d'inciter les élèves à réfléchir, à cultiver leurs intelligences multiples et de les accompagner dans la recherche du sens. L'enseignant peut également développer la métacognition à l'égard de sa propre pratique pédagogique. Comme le dit si joliment Paul Ricoeur, se regarder soi-même comme un autre permet par un double regard, rétrospectif en direction du champ pratique et prospectif en direction du champ éthique, de mieux situer la visée de son action. On pense souvent que la pédagogie, c'est uniquement pour les jeunes enfants, qu'on n'en a pas besoin à l'université. Et il n'y a d'ailleurs pas d'obligation de formation pédagogique pour entrer dans le métier enseignant-chercheur. Tout se passe comme s'il suffisait d'être un bon chercheur dans son domaine pour être un bon enseignant. Mais l'image de l'université uniquement préoccupée par la production de connaissances, publish or perish, est en train d'évoluer. Et il y a un mouvement soutenu en Europe par le processus de Bologne. C'est le processus de réforme européen de l'enseignement supérieur en vue de l'harmonisation des diplômes. Ce processus de Bologne encourage les universités à mieux s'assurer les acquis des étudiants. Ces nouvelles orientations représentent un défi important pour les établissements. Comment définir la qualité de l'enseignement? Qu'est-ce qu'un bon cours? La pédagogie universitaire est une discipline qui gagne du terrain. Et parmi les 10 recommandations issues de l'Association internationale de pédagogie universitaire, je vous cite la plus importante à mes yeux: accompagner les étudiants dans leurs apprentissages. Je vous donnerai les 9 autres par écrit. Il arrive parfois que les étudiants eux-mêmes nous témoignent leur appréciation quand ils reconnaissent un apprentissage qui était important pour eux, au-delà du savoir universitaire. Ce sont ces moments-là qui soutiennent notre vocation. Je cite un exemple qui m'avait particulièrement touchée. Un étudiant d'outre-mer m'écrit ceci. Ce que je vais vous dire maintenant, c'est à propos de vos cours. Il s'était d'une grande aide pour la compréhension de mes façons de travailler. J'ai cette impression que la vie devient différente. C'est-à-dire, quand je regarde la vie maintenant, je l'approche différemment. J'essaie de l'analyser de l'intérieur à partir de plusieurs perspectives. Je prends conscience de mon action pour arriver à la compréhension de quelque chose. Avec cette analyse, j'approche le savoir d'une façon sereine, confiante et rassurée. Je pense que c'est peut-être parce que je comprends ce que je comprends. Et cela crée en moi un sentiment de croire en mes capacités, en mes compétences. L'apprentissage de cette pédagogie sur la compréhension m'ouvre au fait maintenant d'énormes perspectives pour ma carrière future, car je voudrais bien travailler pour développer davantage la culture de mon pays. Le chantier est immense. Il faut tout reconstruire pour un jour retrouver notre identité. Ensuite, faire reconnaître nos valeurs. Pour conclure, il faut accorder plus d'attention
à la manière dont les étudiants apprennent. Selon la belle métaphore d'Edgar Morin, la structure de la pensée ressemble plus à une musique qu'à un édifice, à une symphonie qui se déroule dans le temps en prenant son propre élan sur soi-même. On pourrait peut-être parler d'une symphonie inachevée. Nous n'apprenons pas pour l'école, mais pour la vie. Mais la vie, c'est ici et maintenant. Et le plus important aujourd'hui, c'est aujourd'hui, même si on construit pour demain. Le sens que les étudiants donnent à cette vie, à leur expérience universitaire, c'est le sens qu'ils donnent à leurs études. Avoir une place pour participer, être muni d'outils pour réussir, se sentir en confiance pour s'engager, sont donc des enjeux pour qu'un projet pédagogique soit viable. Merci de m'avoir associé à votre réflexion. Merci. 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 Moïta. Agradecemos a professora Brit Marie Bard e damos por encerrada a cerimônia de abertura. Convidamos todos a participarem de um coquetel oferecido pelo Centro Universitário da FEI no prédio anexo. Pedimos que deixem seus fones em cima da mesa. Lembrando a todos que os transfers partirão para os hotéis às 22 horas. Tenham uma ótima noite e até amanhã.